Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle série de La Petite Voix. À circonstances à nouveau exceptionnelles, épisode exceptionnel, comme lors du premier confinement, j'ai demandé à mes invités de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite que nous traversons, histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, bref, de respirer tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez donc un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, la petite voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, on prend une longue inspiration. La petite voix respire. C'est reparti! Quel plaisir pour ce dernier épisode de la série Respire de recevoir à nouveau Thierry Janssen dans La Petite Voix. Il nous parle aujourd'hui de la posture juste. C'est le nom de son dernier livre qui vient de sortir, mais c'est surtout une clé pour trouver l'harmonie et la joie en nous. Un guide pour dépasser nos névroses et nous connecter à la pure conscience. Merci Thierry pour le partage et votre générosité. Bonjour Thierry. Bonjour Herveline. Merci beaucoup de revenir dans La Petite Voix et en particulier dans cette série Respire. Au-delà du plaisir de vous parler à nouveau, j'ai envie de dire, vous tombez à point, puisque dans cette série Respire, je laisse parler mes invités pour donner des clés pour vivre cette période pour le moins chaotique du mieux possible. Et vous venez de lancer un nouveau livre ces derniers jours qui s'appelle La posture juste, où justement vous nous donnez quelques clés pour traverser tout ça. Ce que j'aimerais avant de commencer, c'est de comprendre un peu la genèse de ce livre, parce que on s'est parlé l'an dernier et on avait en particulier parlé de votre livre Écoutez le silence à l'intérieur. Et j'aimerais savoir comment est née cette posture juste. Ah, mais cette posture juste, en fait, elle attendait que Écouter le silence à l'intérieur soit publié pour pouvoir se manifester, dans le sens où, vous savez, il y a 6 ans, j'ai créé une école que j'ai appelée l'école de la présence thérapeutique, qui au départ accueillait seulement des thérapeutes, des soignants, des médecins, des infirmières, etc. Mais aujourd'hui, elle est ouverte à tout le monde parce qu'il y a un thérapeute en chacun de nous, c'est-à-dire quelqu'un qui prend soin de la vie en soi et autour de soi. C'est ça le thérapeute quelque part au sens premier du mot. Et dans cette école, ben effectivement, on aborde cette posture juste. Mais je ne parvenais pas à écrire le livre parce qu'il fallait d'abord que j'explique aux gens qui j'étais. Et donc, dans Écouter le silence à l'intérieur, j'ai expliqué qui j'étais pour que les gens comprennent pourquoi je venais avec cette façon de regarder les choses. Oui. Après, il y a eu le confinement au mois de mars, et moi, ce livre, La posture juste, je pensais l'écrire d'ici 1 an ou 2. Et mes éditrices m'ont dit, Thierry, tu nous as parlé de ce livre, il faut le sortir maintenant, parce que on pense que le monde va avoir besoin de ce que tu nous avais raconté, de ce qui devrait se retrouver dans ce livre. Et du coup, je me suis attelé à l'écrire, et il a été écrit très vite, en fait, en même pas un mois et demi, parce que il était là et il reprend la majeure partie de l'enseignement de l'école de la présence thérapeutique, en tout cas des 2 premières années du programme de 3 ans qui est proposé par cette école. Et en fait, cette posture juste, c'est vraiment moi, ça a été une révélation quand j'ai compris à travers le travail psychocorporel qui avait été initié dans les années au début du XXe siècle par Wilhelm Reich et puis repris par Alexander Lowen, John Pierrakos, tous ces gens qui ont ouvert le domaine psychocorporel. Ouais. Quand j'ai vraiment compris la façon dont ils abordaient ce travail, je me suis dit que toutes les ajustements qui étaient possibles par rapport à cette posture
apportait la justesse. Et du coup, je dis bon ben voilà, ça vaut la peine d'être transmis. Et quand je vois ce que ça change dans la vie de ceux qui abordent les choses de cette manière-là, ben, ça valait la peine d'être mis dans un livre aussi. Ah génial! Parce que c'est vrai, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que, bon, à la fois vous expliquez bien la philosophie, l'importance, du lien entre, le corps, les émotions, l'aspect aussi, énergétique, mais vous donnez aussi des exemples et puis des conseils très concrets. Il y a différentes parties sur, notre rapport, par exemple, à l'argent, notre rapport à la sexualité. Vous allez étudier toutes ces dimensions de nos êtres et de notre vie. Oui, parce que en fait, si vous voulez, ce livre, il part du constat que finalement toutes les crises que nous vivons, même s'il y a des éléments qui nous appartiennent pas directement, la plupart du temps, nous sommes en partie responsables de ce qui se passe ou de la façon dont nous le vivons. Et tout simplement parce que, en tant qu'être humain, nous avons ce mental qui crée cette idée d'un moi différent des autres, et du coup, c'est aussi cette idée ou cette peur de disparaître, que ce moi disparaisse, et nous vivons donc ce qu'on appelle la névrose, Ah, c'est-à-dire que nous mettons en place toutes sortes de comportements pour éviter d'être confrontés à ce qui nous fait peur, et malheureusement, ou peut-être heureusement, ces comportements recréent finalement exactement ce qui nous faisait peur. Un tout petit exemple, on a tous eu peur de ne pas recevoir le biberon au fond de notre berceau, on a eu tous ce sentiment de perte à un lien, ou on a appelé ça parfois un abandon, et du coup on a tous développé des stratégies pour pas vivre l'abandon. On veut de la fusion avec les autres, on veut se rassurer, et c'est ce qui fait qu'au bout on étouffe les autres et qu'ils sont obligés de s'éloigner de nous, et on revit cette rupture de lien. Donc c'est vraiment un processus de répétition comme ça, mmh. comme si c'était fait pour nous obliger à dépasser cette idée que nous sommes séparés des autres, et qu'au contraire, dans l'unité, il n'y a plus à mettre en place ces comportements névrotiques. Et alors, il y a une toute autre harmonie qui s'installe. On ne crée plus le chaos et la séparation qui vient de ces comportements névrotiques. Et donc, ça part de ce constat-là que toutes ces crises que nous vivons, elles viennent de nos comportements névrotiques, et grâce à l'éclairage qui avait été apporté par, je le disais, Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, mais aussi Alexander Lowen, John Ouais. Piraco, qui nous ont montré qu'en fait, cette névrose, elle se marque dans notre corps, parce que elle change nos postures, et elle change même la structure du corps, parce qu'à force de répétition, ces postures qui s'impriment dans le corps finissent par en changer la structure. Je donnais l'exemple de la peur de l'abandon, de la rupture de lien. Eh bien, c'est Ouais. un effondrement en nous. Les épaules tombent, on s'effondre, et on est là à rechercher la nourriture dans le monde extérieur. Et chacune des blessures de notre histoire, chacune des peurs que nous avons rencontrées dans notre histoire, et au cours des différentes étapes de notre développement, eh bien, a créé des changements dans cette posture. Et quand on a compris ça, mais pas simplement intellectuellement, qu'on l'a ressenti dans son propre corps, qu'on voit bien, qu'on peut observer, ressentir ces effondrements, ou ces décentrages, ou ces fermetures, ou ces déconnexions. Parfois, on se déconnecte complètement de la réalité parce qu'elle nous fait peur, Ouais. euh, Ouais. ou ces rigidifications du corps, ou toutes sortes, toutes ces postures névrotiques. Eh bien, quand on les a ressenties, qu'on les a comprises, on a alors un espace de liberté pour les ajuster. Et dans cet ajustement, on retrouve cette posture juste qui, vous savez, quand on écrit un livre qui porte ce titre-là, il faut d'abord définir ce qu'on entend par la justesse. Oui, absolument, je voulais Et vous je fais demander. l'effort du livre de ne pas de confondre la justesse et la justice. La justice étant un ensemble de règles qui sont censées régir une vie en communauté autour d'un projet commun où chacun a sa place à respecter et ses droits à respecter. Et du coup, la justice, elle appelle réparation du dommage créé à celui dont les droits n'ont pas été respectés, et punition pour celui qui ne respecte pas les droits des autres. Mais ça, c'est la justice. Alors que la justesse, c'est cette capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Mais il est évident que vous ou moi, on va s'adapter
s'ajuster d'une façon différente parce qu'on a des priorités différentes. Donc, la justesse reste relative. Ce qui est juste pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Mais il y a probablement une justesse absolue qui est la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous. Parce que c'est vraiment, finalement, le bien suprême, c'est la vie. Et encore faut-il comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle demande pour la respecter. Et donc, c'est toute cette réflexion-là, comment s'ajuster. Et ça passe par le corps. Comment se redresser quand on est effondré? Comment se recentrer quand on est décentré, qu'on veut contrôler le monde extérieur? Comment se reconnecter à la réalité quand on s'en déconnecte? Comment se fluidifier et ressentir cette spontanéité quand on se rigidifie? Et ça passe par le corps. Donc comment on peut au quotidien repérer ces postures pas justes? Est-ce que c'est dans l'observation où on va sentir notre corps peut-être un coup trop raide ou voilà, ses épaules qui tombent comme vous le dites? En fait, je remplacerai le mot observation par constatation, parce que observer, c'est un effort permanent. Il faut observer, et puis à un moment donné, on n'observe plus parce qu'on est fatigué d'observer. Mais par contre, il y a un état d'être qui est celui de la constatation. Donc on n'a plus rien à faire, on est juste là et on voit. Ça s'appelle l'éveil de la conscience. Et le livre, vous avez remarqué que une partie qui parle vraiment de comment permettre à la conscience de s'éveiller en nous. Oui. Et c'est la méditation qui est la voie royale pour faire ça, puisque elle permet, en apaisant le mental, qui lui précisément observe, analyse, commente, juge, en apaisant le mental, la méditation permet cet éveil de la conscience. Et quand la conscience est éveillée en nous, j'ai bien dit la conscience, pas ma conscience ou votre conscience, c'est la même chez tous, c'est cette capacité de constater, d'être au monde, d'être présent. Quand on a cette présence à soi et au monde, eh bien, inévitablement, on voit et on sent, on perçoit effectivement qu'on peut se déconnecter quand on a peur du contact avec la réalité. On appelle ça la schizoïdie, en termes reichiens, je dirais. Comment on peut s'effondrer et commencer à vouloir pomper l'énergie dans le monde extérieur, dans son oralité, on appelle ça en termes reichiens. Et comment, quand on a peur de ne pas avoir de ressources, comment, pour garder ce lien, on peut s'écraser, ne plus dire ses besoins, garder sa colère, parce que la colère est reliée à un besoin, ça s'appelle le masochisme. Comment, au contraire, plutôt que de s'écraser, pour garder le lien, on contrôle le lien par la séduction, voire la volonté culpabilisatrice sur l'autre, et on appelle ça de la psychopathie, ou comment on cache tout ça derrière une belle façade très, très raide, très rigide, ça s'appelle la rigidité, pour faire croire que nous, on n'est pas tout ça, alors qu'en fait, on est tous ça. On est tous quelqu'un qui veut le contrôle, qui de temps en temps s'écrase, et puis qui a très peur de perdre le lien, et il faut pouvoir le reconnaître, parce que dès qu'on l'a reconnu, on a une liberté par rapport à ça, de ne plus se déconnecter, de s'ancrer, de ne plus s'effondrer, mais de se redresser, de se remplir de l'intérieur, de ne plus s'écraser et ne plus pas dire sa vérité, mais d'oser dire sa vérité, même si ça peut exposer à une rupture de lien. Quand on sent qu'on a des ressources à l'intérieur, ça ne représente plus le même danger. Ouais. Comment ne plus se décentrer et pouvoir dire sa vérité sans vouloir contrôler les autres, l'imposer aux autres, leur faire la guerre, mais simplement rayonner de ce que nous sommes. Et comment se fluidifier, c'est-à-dire ne pas rester dans cette posture rigide qui fait croire que nous ne sommes rien de tout ça, mais être spontané, oser dire qui nous sommes, montrer qui nous sommes, être vivant, être tout simplement vivant. Et ces différents ajustements, très raccourcis, mais on peut aussi constater qu'ils peuvent se faire dans tous les secteurs de l'existence. Et vous disiez que j'abordais la sexualité, le rapport à l'argent, à la nourriture, le rapport au temps, tous ces secteurs de notre vie qui sont impactés par cette névrose et qui peuvent, quand on a compris comment ça fonctionne, eh bien, être ajustés pour être moins prisonnier, et surtout moins prisonnier des répétitions
parce que je vous le disais, la névrose finit par Ouais. recréer ce que nous redoutions, donc il y a une répétition de schémas, et on se fatigue avec tout ça dans la vie. Ouais, bien sûr et en ce moment, on a besoin d'énergie et pas de se fatiguer, mais dans la manière dont vous le présentez, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'au-delà du constat, il y a aussi une forme d'accueil de ce qui est, de pas lutter contre alors par exemple la crise qu'on est en train de traverser, quoi. La constatation et l'accueil, c'est la capacité d'accueillir, d'accepter ce qui est, Mmh. de ne pas le renier. Et c'est ça l'éveil, l'éveil de la conscience, l'éveil spirituel, comme on dit. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une profonde connexion à la réalité, un accueil profond, donc un amour profond, un amour sans condition. Mais qui dit accueillir, qui dit accepter, ne dit pas se résigner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté ce qui est, on peut en faire quelque chose. Et comme on est inspiré par cette conscience qui est paisible, qui est amour, ben, ce qu'on a envie de faire, c'est de créer au service de ça, et plus au service de cette peur, de cette névrose qui sépare, qui crée du chaos, et qui recrée plein de processus comme ça répétitifs. Et donc, c'est une toute autre présence au monde, une toute autre attitude au monde. Alors, vous parliez de ce que nous vivons là, tous mondialement aujourd'hui, cette crise dite Ouais. sanitaire de la Covid-19, mais elle est, comme toute crise, un élément extrêmement déstabilisant qui réveille toutes les peurs. Cette peur du contact, cette peur de perdre le lien, cette peur de devoir s'écraser pour garder le lien, cette peur de devoir contrôler la situation pour ne pas perdre le lien, ou cette peur de devoir plus être spontané pour être accepté et ne pas montrer toutes nos autres peurs. Hein, donc tous ces secteurs là névrotiques, ils sont convoqués. Eh oui. Et plus que jamais, ce qui est important, c'est d'apporter les bons ajustements pour ne pas rajouter du chaos au chaos, pour ne pas rajouter de la crise à la crise, pour ne pas rajouter de la séparation à la séparation. Et ça nécessite de s'ancrer dans la réalité du présent, d'être là, pas le nier, de ne pas se couper de l'information, de toute l'information, pas que celle de la télévision ou de la radio, mais aussi toutes celles de gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, que parfois on appelle complotistes, mais souvent c'est des gens qui se posent des questions, qui cherchent du sens. Et donc, voilà, d'avoir une vision globale, mais surtout, dans ce contact avec la réalité, d'être en contact avec notre réalité du quotidien, nos vrais besoins de l'instant, plutôt que de trop débattre sur ce qui se passe dans le monde, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? De quoi ai-je besoin pour me sentir vivant? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ne pas s'effondrer, ne pas croire qu'on est sans ressources, ne pas croire que tout doit venir de Mmh. l'extérieur, que même si un vaccin sera peut-être bienvenu, on a des ressources aujourd'hui, en nous nourrissant bien, en dormant, en cultivant cette bonne humeur, en cultivant des liens avec les autres, et qui fait que du coup, on ne s'effondre pas, on se remplit de l'intérieur. Euh, Comment Ouais. ne pas alors tomber dans notre masochisme où on s'écrase, on ne dit plus nos besoins, et non, d'oser s'exprimer, d'oser dire qui nous sommes, d'oser continuer à dire ce que nous avons besoin. Mais comment ne pas tomber dans notre psychopathie qui fait que quand on dit nos besoins, on veut les imposer aux autres, on veut imposer notre vérité aux autres, on rentre dans un combat idéologique, donc rester centré, et plutôt que de vouloir convaincre, mais simplement témoigner. Et comment, je disais, rester spontané, vivant, fluide, adaptable. Comment rester adaptable? Ouais. S'adapter. C'est ça, la vie. Elle est la vie parce qu'elle s'adapte. Donc elle est fluide, elle n'est pas rigide. Et je vois que toutes les règles qu'on nous impose aujourd'hui viennent d'une grande rigidité et elles Et s'adaptent oui, pas au c'est cas par l'inverse, cas. ouais. Vous voyez, on devrait vraiment voir les choses au cas par cas. Et non, on fait des règles pour tout le monde, mais ça n'a pas de sens. C'est anti-vie, ça. Donc finalement, l'éclairage que nous donne cette vision psychocorporelle et énergétique, hein, comment les mouvements énergétiques se produisent en nous, et cette capacité de s'ajuster, je pense que ça peut non seulement nous aider à traverser ces difficultés, mais ça peut nous aider, ou carrément aider le monde à créer autre chose. C'est-à-dire par notre présence paisible et juste au monde, à apporter un peu de justesse dans ce monde. Et du coup, un peu de sagesse. Et oui, voilà. Hem, Comment on l'apporte cette sagesse-là? Comment on se l'apporte à soi déjà et encore mieux, comment on peut essayer de l'apporter aux autres?
Mais comme je vous disais, la première étape, je crois que c'est de s'apaiser, apaiser le mental, donc être plutôt capable d'un peu méditer dans le sens, voilà, être présent à l'instant présent et ne pas laisser le mental embarquer et du coup avoir cette conscience, cette capacité de constater et d'accueillir qui s'éveille en nous. Donc ça, c'est la première étape. Mmh. C'est la raison pour laquelle moi, tous les dimanches soirs, je continue à méditer sur Facebook et que je l'ai fait 45 jours d'affilée dans le premier confinement, parce que je vois, il y a vraiment un besoin. Et la preuve, c'est qu'il y a énormément de gens qui viennent méditer. Donc, mais il n'y a pas que avec moi. Je pense que c'est aussi mondial, ce mouvement-là. Donc, pour que la conscience puisse s'éveiller en nous. Ensuite, quand cette conscience est éveillée, que ce soit pas qu'une conscience qui s'éveille sur les aspects intellectuels de notre expérience, mais sur ce qu'il y a de plus cru et de plus vrai dans notre expérience, ce sont les aspects corporels. Donc, sentir dans le corps qu'est-ce qui se passe, sentir cette déconnexion, Mmh. sentir cet effondrement, sentir cette fermeture, sentir ce décentrage, sentir cette rigidification. Et à partir de là, une fois qu'on l'a senti dans l'espace de la conscience, de pouvoir s'ajuster. Donc plutôt que de se déconnecter, au contraire, être bien connecté. Plutôt que de s'effondrer, se redresser et se remplir de l'intérieur. Plutôt que de se fermer et de garder sa rage sans exprimer ses besoins, eh bien, s'exprimer. Et plutôt que de vouloir convaincre l'extérieur en se décentrant, ben, se recentrer et simplement rayonner de ce que nous sommes. Et plutôt que se rigidifier, eh bien, non, au contraire, être dans la spontanéité, la vivacité et du coup, la joie. En fait, c'est une invitation à être dans le sens le plus simple et le plus pur, quoi. À être et à laisser être, c'est-à-dire à laisser être la vie qui est en nous. Je dis souvent aux étudiants à l'école de la présence thérapeutique, je leur dis, la vie connaît le chemin, mais le chemin passe toujours par où c'est détendu. Donc détendez-vous. Et se détendre, c'est ouvrir son cœur. C'est même physique, hein, on détend la poitrine, on ouvre son cœur. C'est parce que cette profonde détente fait qu'alors on est capable d'être au monde et d'accueillir ce qui est. Ouais. Et une fois qu'on a accueilli, alors faire quelque chose avec ce qu'on a constaté, avec ce qu'on a perçu. Et si on constate ce Mmh. qu'on a perçu est tendu, et crée du chaos, crée du stress, crée de la séparation en nous, autour de nous, eh bien, s'ajuster. Et j'espère vraiment que ce livre soit vraiment comme un guide pratique, au-delà j'espère aussi une réflexion philosophique et spirituelle, mais un guide pratique, c'est-à-dire que ça soit très concret. Et que, parce que moi, dans ma vie, ça a changé ma vie. Et profondément. Ça l'a transformé, mais parce que, vous savez, il n'y a pas de transformation sans une révélation préalable. Ça a révélé quelque chose. Eh Et oui. mon souhait, c'est que le livre révèle notre nature profonde à nous-mêmes. Ça parle de la vie qui est en nous et qui demande à s'exprimer, qu'on la laisse être. Vous voyez? On l'empêche pas de se manifester à cause de nos peurs, qui créent toute cette névrose. Remettre un peu du flux dans tout ça, en fait. Oui, 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 de la vie, de la vivacité et je le disais là, il y a un instant, du coup de la joie. Parce que la joie, vous savez, dans la vie, on peut être triste, on peut être frustré, pas content. Ça, c'est notre personnalité et c'est bien normal. Mais malgré cette tristesse, on peut en même temps parfois connaître la joie. Et c'est pas antinomique, parce que la joie vient d'un autre endroit. Elle n'a pas d'objet, elle est simplement la joie de se sentir vivant, la joie d'être, la joie d'être au monde. Et même si être au monde, parfois, ça confronte notre personne à des difficultés et à des peurs, mais il y a quelque chose de plus profond en nous. Et c'est ça que nous devrions pouvoir laisser se révéler et ne jamais perdre de vue. Parce que si on ne voit que l'aspect apeuré et en défense de notre personnalité, c'est assez désespérant. Et surtout, ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance. Ouais. Donc c'est peut-être ça. Alors il y a plein de messages là dans ce que vous me dites, mais moi ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'en fait cette joie-là, elle est là, elle existe. Il faut retrouver le chemin pour s'y reconnecter, mais en tout cas, elle est bien, bel et bien là en chacun de nous. En chacun de nous. Elle est pas réservée à quelques-uns. Elle est, cette vie est en chacun de nous. Et la conscience est en chacun de nous.
Malheureusement, on ne la laisse pas parce que c'est notre personnalité avec ses peurs et ses automatismes et ses ruminations et toute cette névrose dont je parlais qui empêche ça de se manifester. Mais dès que ça se calme, dès que ça s'apaise, alors ça peut commencer à se révéler à nous et ça crée la transformation. Donc c'est vraiment peut-être une des invitations de cette crise, de retrouver cette joie-là et cette connexion-là. C'est une évidence que et cette crise, elle comporte comme... Vous savez, le mot crise chez les Chinois, qui n'ont pas une pensée en exclusion, qui n'ont pas la pensée c'est ça ou ça, mais qui ont une pensée inclusive, c'est ça et ça. Et dans la langue chinoise, le mot crise va s'écrire avec 2 idéogrammes accolés l'un à l'autre. L'un veut dire le danger de ne pas comprendre ce qui nous a amenés dans la crise et donc de nous y enfoncer plus profondément. Mais l'autre idéogramme dit opportunité. L'opportunité, la chance de comprendre ce qui nous a emmenés dans la crise, de changer ses causes pour obtenir d'autres effets et donc sortir de ces crises et ne pas les répéter. Et en fait, cette crise, qui vient du mot crisis en grec qui veut dire le choix, c'est vraiment ça, c'est le choix de rester aveugle, de ne pas voir que nous avons participé et que nous participons à son installation et que donc alors on est aveugle, on peut rien changer, ou alors de laisser cette conscience en nous montrer ses causes et faire le choix de les ajuster, de changer. C'est une immense opportunité pour l'humanité. Et ce que nous vivons à l'occasion de ce virus, c'est, je crois, une répétition pour ce que nous avons à vivre dans les années à venir, car il y aura d'autres crises, il y aura d'autres virus, il y aura d'autres problèmes, il y aura notamment liés au réchauffement climatique, bien plus importants, je crois, ces problèmes à venir que ce petit problème virus Covid-19, mais il va falloir vraiment aller puiser dans ce que l'humanité a de plus vivant en elle pour rester vivant en tant qu'espèce. Pour ça, l'humanité disparaîtra. Et ce ne sera pas la première fois qu'une espèce disparaîtra de la surface de la Terre, et c'est pas grave en soi. En soi, c'est pas grave. Mais en tant qu'humains, tant que nous avons envie d'être en vie, eh ben vivons. Mais vivons vraiment. Ne soyons pas juste paralysés par nos peurs et effondrés dans la fermeture, dans la déconnexion, dans la rigidification. Ne restons pas là-dedans. Nous avons des moyens de nous ajuster. Nous avons des moyens de nous ajuster et parmi ces moyens-là, moi j'ai envie pour conclure, de reconseiller à ceux qui nous écoutent la lecture de La posture juste, parce que, comme vous le dites, il y a des éléments concrets pour retrouver cette connexion-là et retrouver notre source de vie. Donc, merci beaucoup Thierry d'avoir pris ce temps-là pour partager avec nous. Ça fait vraiment partie des messages qui font du bien. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.